a un qui arrive. Oh, mes endives, mes endives. On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2005 et les spectateurs découvrent la série Kaamelott lors d'une première saison qui n'aura jamais vraiment de suite. Quoi ? Évidemment, ce que je viens de dire est une énormité un petit peu putaclic pour attirer votre attention, mais maintenant que cela est fait, et même si je sais que vous venez déjà de vous soulager salement dans les commentaires, laissez-moi apporter un petit peu de nuance. La genèse artistique et narrative de Kaamelott commence bien avant 2005 avec le court-métrage Désiré, et même si les bases sont déjà là, une table ronde, la quête du Graal, une bande de chevaliers incompétents dont le casting n'a d'ailleurs pas bougé depuis, on a par contre une autre actrice pour jouer Guenièvre, Guetno et Repars qui ne sont pas encore des paysans et qui ne sont pas encore joués par Gilles Gravelot ou Serge Papagali, mais dont les prototypes sont déjà là et sont présents en tant que cuisiniers de Kaamelott. Enfin, d'haricots verts pour 10 personnes, on est que 2, on n'a pas 4 bras. Et puis dans les bras de la reine, il y a un bébé crédité au générique sous le nom de Mordred. Quoi ? Tout ça, évidemment, ce ne sont que des bases, et lorsque de sa propre initiative, Alexandre Astier lance la production de 6 épisodes pilotes, les choses évoluent déjà, le ton se fait plus acide, l'humour beaucoup plus noir, les personnages manquent souvent de se faire cramer. Le seigneur Perceval de Galles et le seigneur Caradoc de Vannes doivent être brûlés vifs. Et la mort menace chacun à chaque instant. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Mais il est vivant ce con-là! D'ailleurs, les derniers pilotes qui achèvent de convaincre M6 sont sur le même ton, et lorsque la série est lancée, c'est un Kaamelott un peu différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, qui commence et qui cherche encore ses marques. Par exemple, on voit Alexandre Astier grimacer à chaque fois que la Dame du Lac disparaît, comme si un bruitage gaguesque avait été prévu au départ et puis abandonné. Il y a évidemment la dague ayant servi à tuer le chef Visigoth qui changera d'aspect par la suite, le nombre de maîtresses qui varie, l'évocation de Galahad, le fils de Lancelot, Galahad, Gauvin... Caradoc qui ne connaît rien aux choses de l'amour, mais qui a 3 enfants dans les saisons suivantes, ou encore Merlin qui est toujours capable de quelques prouesses magiques. Ces quelques incohérences qui ponctuent les 6 premières saisons de Kaamelott ont déjà fait évidemment l'objet d'articles ou de vidéos plutôt cool, mais qui occultent souvent volontairement ou pas, je n'en sais rien, un élément pourtant déterminant les conditions de création de la première saison de Kaamelott. En effet, lorsque la série apparaît en 2005, elle a en réalité encore tout à prouver, puisque depuis le succès de Un gars, une fille, c'est vrai, les formats courts se multiplient, et si aujourd'hui on a tendance à se rappeler encore du succès de Caméra Café ou justement Kaamelott, on a aussi tendance à oublier le nombre de programmes du même genre qui sont lancés par toutes les chaînes à la même période et qui se plantent très rapidement. Or, si Un gars, une fille et Caméra Café ont souvent l'image de séries reflets amusés du quotidien de leurs spectateurs, on a tendance à oublier qu'au fur et à mesure des saisons, ces deux séries avaient fait le choix d'un humour bien plus noir qu'au départ. Dans Caméra Café, par exemple, les personnages de Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant étaient de plus en plus violents, n'hésitant pas à exploiter des sans-papiers ou à tuer une vieille dame pour accélérer un viager. Ben j'y vais. Un coup de marche arrière, et puis au deuxième choc, là je me dis qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Du coup, lorsque la série de Alexandre Astier fait son apparition, une certaine pression règne inévitablement autour du programme. C'était vraiment pour boucher un trou et en se disant que, écoute, on est prêt, on va mettre ça 3 semaines et puis après on mettra un truc bien. Kaamelott, qui prend la suite immédiate de la série de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc à l'antenne de M6, se doit, au moins au début, d'une certaine filiation avec son aîné, ne serait-ce que pour ne pas perdre de trop les spectateurs qui viennent déjà d'être projetés des couloirs mornes d'une entreprise du 21e siècle au champ de bataille et aux quêtes mystiques du 5e siècle. Ainsi, au-delà d'une apparition judicieuse de Yvan Le Bolloc dans le rôle de celui qui fabrique la table ronde, comme un symbolique passage de relais entre les deux séries, faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps. Certains personnages de Kaamelott sont gratifiés, ça et là, d'une noirceur qu'on ne leur connaîtra plus par la suite. On note par exemple certains élans de cruauté teintés de jubilation chez Arthur lorsqu'il explique qu'il a tué un chef ostrogoth, Un petit souvenir de son papa, j'ai égorgé un chef ostrogoth avec. ou lorsqu'il présente des engins de torture qu'il a découverts dans la journée grâce à Vennec. Hein? Oui, ça. Hein? Mais le personnage qui a connu la plus grosse des transformations depuis la première saison, c'est Perceval. L'image de Perceval dans la série aujourd'hui, c'est celle d'un être à part sur lequel reposent beaucoup de fan-théories et de spéculations. Un doux rêveur aux origines vraisemblablement extraterrestres. Perceval n'est pas notre fils, c'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben j'aurais pas mieux dit. Qui est d'ailleurs fasciné et passionné par les étoiles et l'espace. Vous croyez qu'un jour ça sera possible d'aller dans l'espace? Complètement à côté de la plaque dès qu'il entre en contact avec la jante féminine, et chaste, qui préfère d'ailleurs employer les prostituées de Vennec comme site fortune, mais surtout entièrement dévoué à la cause du roi. C'est Arthur qui compte. Et extrêmement bienveillant. Un portrait positif et touchant, certes, mais qui n'était peut-être pas celui qui était prévu à la base. Quoi?
Puisque par exemple, si aujourd'hui on a tendance à se souvenir du côté un petit peu dégonflé de Perceval sur les champs de bataille, Si dit à l'attaque, à l'assaut, vous chargez, vous partez vers l'arrière et vous rentrez à Camelot. dès le premier épisode de la série, Hit, on est plutôt face à un bourrin maladroit qui envoie des caillasses directement sur la tête des adversaires alors qu'il est censé être caché, Putain, plein dans sa mouille! et dont le côté dévoué au roi est tout à fait relatif, puisqu'il est capable de suggérer de s'en servir comme l'outil d'un stratagème. Alors un stratagème tout pété, d'accord, mais un stratagème tout de même. Par exemple, sire, on vous met une dague sous le cou et on traverse le camp adverse en gueulant « Bougez pas, on bute le roi !» C'est aussi ce Perceval bourrin et pas forcément subtil, qui toujours dans la première saison, sous-traite sans remords les sales besognes à des villageois à qui il demande de creuser à sa place, dans l'espoir de trouver le Graal. Là, on cherche des truffes. Et pour ce qui est de sa maladresse vis-à-vis des femmes ou de sa pseudo-chasteté, elle se révèle être toute relative dans l'épisode La coccinelle de Madène. Ici, alors que le roi s'inquiète des accusations d'un guetno qui considère que Arthur a mis sa fille enceinte, voici comment le Perceval de la première saison relativise la situation. À chaque fois que j'ai un baloche, je picole, je discute. 3 mois après, il y a toujours un type qui débaroule avec sa fille enceinte. Donc, si on résume, on a un Perceval qui n'est non plus lâche mais bourrin, non plus dévoué au roi mais avec un instinct de survie exacerbé, non plus bienveillant mais prêt à exploiter son prochain, non plus chaste mais queutard, porté sur la bouteille, et qui révèle même ça et là des velléités indépendantistes. Pays de Galles indépendant! Et si maintenant Alexandre Astier parle de Perceval comme d'un gamin naïf, positif et curieux de tout, le fait est qu'à l'époque il était surtout un sale gosse, en témoigne une bonne fois pour toutes, une réplique devenue culte et pourtant très révélatrice. On est ici face à un Perceval fatigué de ne pas comprendre les directives qu'on lui donne, et voilà ce qu'il est capable de répondre dans de telles circonstances. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Tous ces excès, toutes ces différences qui ne connaîtront pas vraiment de suite dans la série ne sont pas à proprement parler des incohérences. La conception de la première saison de Camelot était un défi et très peu pensaient même qu'il pouvait être relevé. Mais bon, c'était une autre époque. Maintenant, avec 5 millions de téléspectateurs par soir, les rapports ont changé, pas vrai? Alexandre Astier a même commencé sa réalisation sans avoir la totalité des scripts et sans avoir l'assurance qu'il aurait l'opportunité de faire une deuxième saison. C'est énorme, tant plus qu'il en avait écrit quand même que 25 ou 30 en amont, donc il écrivait le matin de non, mais il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Il écrivait le matin de 6h à 7h, je sais pas, des épisodes qu'on allait faire, on avait l'épisode HMC, enfin, dire au maquillage, et je veux dire, et donc on avait quoi, une heure pour apprendre le texte, quoi. Les premières saisons de séries sont de toute façon toujours des lieux d'expérimentation. Quasiment toutes les séries sont encore en rodage lors de leurs premiers épisodes, et lorsqu'elles sont signées pour une suite, et encore quand ça arrive, énormément de choses sont recalibrées. On se souvient par exemple de 24 heures chrono et sa première moitié de saison presque humoristique par moment, la première saison de Walking Dead qui était moins une adaptation fidèle du comics d'origine qu'une suite cachée du The Mist de Frank Darabont, de la première apparition des Marcheurs Blancs ou de la montagne dans Game of Thrones, ou même de la première saison de Caméra Café avec ses angles multiples. Camelot ne fait pas exception à cette règle et énormément de choses ont changé entre le premier et le dernier épisode, et au-delà même de ce que certains pourraient y voir comme un défaut, j'ai même tendance personnellement à y voir une richesse de cette série qui n'a jamais cessé de se métamorphoser au point de proposer différentes facettes pourtant d'un même univers que l'on peut appréhender différemment selon ce qu'on vient y chercher. De l'acide première saison à l'héroïque saison 6, en passant par la crépusculaire saison 5, ou le gigantisme des aventures visibles dans la bande dessinée. Et si vous aussi vous avez une période préférée de la saga Camelot, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, et évidemment vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Quoi ?